Bonjour et merci à tous d'être là. Il y a encore des personnes qui rentrent, donc on les laisse s'asseoir tranquillement. Cette table ronde va se dérouler dans le cadre du festival de l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, que vous connaissez plus ou moins selon votre position. Donc une école qui forme des étudiants en master et en doctorat, et bien sûr en sciences sociales au sens large. Donc on remercie beaucoup l'EHESS et le festival qui en est à sa 6e édition sur un thème qui cette année est un thème d'hyperactualité, mais ils ont tous été d'hyperactualité. S'informer, vraiment, point d'interrogation. Donc parmi toutes les questions, on va poser celle qui relève de la concentration des médias, dont la Gazette de midi à 14h, c'est-à-dire le petit journal interne au festival, annonce que notre table ronde va faire des révélations sur un scandale. Peut-être pas des révélations, mais en tout cas, on va probablement poser la question en ces termes-là, le scandale de la concentration des médias. Je dois présenter l'association Coude à Coude, et en particulier son collectif marseillais, que je coordonne avec d'autres personnes qui sont présentes dans la salle. Nous sommes une association nationale avec des groupes locaux qui se situent dans l'éducation populaire et qui agit pour le partage des savoirs utiles à l'action collective émancipatrice. Tous les savoirs sont émancipateurs, mais certains plus que d'autres, ce qui éclaire la nécessité d'agir, en particulier contre les dominations. Alors évidemment, la question de l'information, pour nous, est une des questions qui se posent. On travaille sur plein d'autres sujets. Le travail, les services publics, le racisme, énormément, l'extrême droite, et plein d'autres sujets, les luttes pour l'égalité, contre la transphobie, contre le racisme, etc. Il y a plein d'initiatives qui sont prises. On fait circuler un cahier pour recueillir des mails et prévenir de toutes les informations qu'on ne peut pas donner immédiatement. Il y aura ici, par exemple, le 18 octobre, une table ronde sur la défense des droits, l'effectivité des droits, la défense des droits de l'homme, avec un représentant de Cléredon, et puis un professeur de droit public et une responsable de la Ligue des droits de l'homme. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet? Pourquoi s'en prendre à la concentration des médias, au fait qu'un certain nombre de groupes capitalistes détiennent 80% de l'audience des médias? Ben, évidemment, pour une question de démocratie, de liberté. Et je voudrais m'appuyer sur un texte que vous avez peut-être vu si vous avez des enfants et des petits-enfants qui ont passé le bac cette année. Si les professeurs de philo ont pensé en faire un sujet de bac, ils ont eu une excellente idée, mais on ne peut rien enlever à ce qu'ils ont proposé. C'est un texte de John Rawls, philosophe politique, théorie de la justice, 1971, et l'extrait est vraiment dans le cœur de ce qu'on aura à traiter tout à l'heure. Tous les citoyens devraient avoir les moyens d'être informés des questions politiques. Ils devraient pouvoir juger de la façon dont les projets affectent leur bien-être et quels sont les programmes politiques qui favorisent leur conception du bien public. De plus, ils devraient avoir une juste possibilité de proposer des solutions nouvelles dans le débat politique. Les libertés qui sont protégées par le principe de la participation perdent une bonne partie de leur valeur quand ceux qui possèdent de plus grands moyens privés ont le droit d'utiliser leurs avantages pour contrôler le cours du débat public. Bon, je ne vous lis pas le texte en entier, on ne ramassera pas les copies, mais c'est vraiment dans ce cadre-là, celui de la démocratie, de l'accès à une information qui permet de se faire une opinion, à partir d'une éthique professionnelle, bien sûr, qui est celle de la recherche de la vérité. Alors pour ça, on a invité 3 personnes expertes, brillantes, que vous aurez le plaisir d'écouter et de questionner. De droite à gauche, Valentine Auberti, co-directrice de Mediapart, un média indépendant dont elle décrira le modèle. Julie Sedel, universitaire, sociologue, spécialiste de la propriété des médias, de l'actionnariat des médias. Sylvain Bourmeau, qui a plusieurs casquettes. Il est à la fois journaliste, enseignant à l'EHESS. Non, à Paris 1.
nul n'est parfait. Et aussi producteur, concepteur, interrogateur. C'est un grand intervieweur, mais aujourd'hui, il n'est pas intervieweur, il est intervenant sur France Culture, évidemment. Il a de la suite dans les idées, et vous aussi. Donc voilà, on donne la parole à Julie Sédal. Alors, bonjour. D'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à ce débat qui est... Ah d'accord. Donc merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir convié à participer à ce débat. Je suis professeur des universités à l'université de Lorraine et je vais peut-être pour commencer vous indiquer comment je me suis mise à travailler sur cette question. Alors je ne suis pas spécialiste de l'actionnariat, je suis plutôt spécialiste des dirigeants de presse, donc il y a une petite nuance à apporter. Donc moi j'ai fait une thèse sur la médiatisation des grands ensembles d'habitat social. Et dans le cadre de ce travail, donc j'ai rencontré des journalistes qui étaient préposés au quartier dit défavorisé en banlieue parisienne. Et c'est en discutant avec un collègue américain, Rodney Benson, qui voulait en fait faire un projet de recherche collective sur l'actionnariat de presse, que je me suis décidée à rencontrer des dirigeants de presse en France. Alors cette démarche, elle m'apparaissait un peu incongrue. J'ai commencé à envoyer des mails à des actionnaires qui tous ont refusé de me répondre ou m'ont transmis par voie du service de communication une réponse de refus. Et seuls deux dirigeants de presse ont accepté, actionnaires, propriétaires de presse ont accepté de me rencontrer à l'époque, donc la propriétaire du Parisien, Marie-Odile Amaury, et Claude Perdriel. Alors pourquoi deux patrons de presse pourquoi ces deux-là? Eh bien parce qu'il m'a semblé que c'était un peu les ancêtres, si vous voulez, du groupe de presse, c'est-à-dire cette forme de propriété qui aujourd'hui a disparu avec eux, puisqu'aujourd'hui on n'a plus de grands groupes de presse tels qu'un groupe familial comme le groupe Amaury ou encore le groupe Perdriel, même si on peut revenir sur la dénomination de groupe de presse. Toujours est-il que de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des dirigeants et puis au fil des discussions, l'un d'eux m'a demandé « mais qu'est-ce que vous appelez dirigeant de presse? Est-ce que c'est le propriétaire du journal, l'actionnaire? Est-ce que c'est le directeur éditorial? Est-ce que c'est le directeur en charge des questions administratives et de la gestion ?» Et je me suis dit « tiens, c'est une bonne question » et je me suis emparée de cette question comme d'une énigme. Alors pour commencer, peut-être la présentation, je ne vais pas prendre trop de temps, je vous propose de rappeler un petit peu de quel domaine, de quel secteur on parle ici, puisque c'est un secteur très particulier. C'est le champ de l'information politique et générale dont on va parler. On ne va pas parler des médias de divertissement. Et donc, c'est un secteur qui est très particulier. Pourquoi? Parce qu'il traite du champ politique. Donc, il a des implications directes, notamment sur les orientations politiques, sur le débat public et par voie de conséquence sur les intentions de vote. Alors ce champ, il est loin de constituer un ensemble unifié, puisque ces contours précisément font l'objet d'une lutte entre les acteurs qui essayent de rentrer dans le champ. Donc ça a été le cas des nouveaux médias ou des médias Internet qui ont obtenu une reconnaissance, mais qui ont dû lutter aussi, ils se sont regroupés au sein d'un syndicat pour obtenir la reconnaissance des médias en ligne comme des médias légitimes. C'est aussi un espace qui est fragmenté en différents sous-espaces qui vont être organisés par support, par exemple la presse audiovisuelle, on parle de la presse écrite, etc. Et chacun de ce sont aussi des groupements d'institutions différents qui forment autant de mondes plus ou moins étanches, qui ont des interlocuteurs propres dans l'administration, à l'intérieur des ministères. Enfin là, je passe un peu là-dessus. Mais l'idée, ce qui est important de retenir, c'est que le champ de la presse, c'est aussi un secteur très instable. Comme vous pouvez le constater, on a des changements de propriétaires. Ça va très vite. Patrick Drahi revend ses médias. Le groupe Lagardère, qui est un groupe très important, lui aussi, revend à la découpe ses magazines, etc., etc. Et c'est un champ aussi qui est fortement instable et qui est impacté par chaque nouvelle transformation, telle que le numérique. Je ne reviens pas dessus. Enfin, les médias, il me semble que c'est important, c'est un secteur qui partage avec le cinéma français ce qu'un collègue, Olivier Alexandre, a nommé le paradoxe de l'indépendance. C'est-à-dire que, alors je l'ai cité, c'est la revendication du libre exercice d'une activité pratiquement conditionnée par l'accès à des ressources exogènes.
Alors cette phrase, elle est peut-être un peu complexe, mais ça veut dire que les médias dépendent en grande partie de ressources exogènes pour fonctionner. Alors que ce soit les capitaines d'industrie, les hommes d'affaires, mais ça peut être aussi l'État. On a également d'autres modèles de financement que sont alors, ce que Rodney Benson et nous avons appelé la société civile, c'est-à-dire ce sont des médias qui vont être adossés soit à des journalistes, soit à des forces syndicales, soit à des forces religieuses. On peut penser à La Croix, par exemple, le groupe Bayard, qui est détenu par les assomptionnistes, etc., etc. Et puis on a bien sûr les journaux qui sont détenus par des journalistes, tels que Mediapart, on pourra revenir là-dessus. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas un seul modèle d'actionnariat de la presse. Il faut prendre en considération le fait qu'il y a une pluralité de formes d'actionnariat. Et ce qui pose une question particulière, je vais aborder donc un deuxième point, qui est la question de l'indépendance. Donc l'indépendance, on en parle beaucoup, c'est devenu un thème sur l'agenda politique dès 2016, et ça a donné lieu à tout un ensemble de lois sur l'indépendance, et c'est aujourd'hui un thème qui est récupéré par les partis, qui a longtemps été porté par les partis plutôt à gauche, et qui aujourd'hui est repris en main par des partis plutôt extrêmes et plutôt à droite. Et donc c'est un thème c'est une catégorie qui est hautement abrasive, je ne sais pas comment dire, mais qui est une catégorie très fortement instrumentalisée. Donc là, la question, je vous invite à prendre des distances avec cette catégorie d'indépendance. Par ailleurs, en fonction des institutions de presse, l'indépendance n'a pas la même teneur. On ne met pas derrière le mot indépendance les mêmes choses. Pour certains, l'indépendance, c'est avant tout une indépendance économique. Pour d'autres, c'est une indépendance politique. Et donc, chaque institution, chaque même dirigeant de presse a sa propre définition de l'indépendance. Donc ça, c'est pour introduire un peu de pluralité. Une autre question qui se pose je rejoins le titre du débat, donc sur l'actionnariat, c'est qu'on pense souvent que, en fait, en gros, l'actionnaire est propriétaire du média dès lors qu'il est actionnaire principal, majoritaire, il est propriétaire du média, et d'une certaine manière, tout porte à penser que l'actionnaire se comporte comme étant chez lui lorsqu'il rachète un média. C'est le cas de Bolloré. Alors, c'est vrai que Bolloré, c'est un exemple très frappant, puisque précisément, il concentre toutes ses propriétés. C'est-à-dire qu'il commence par, quand il rachète Canal+, il commence par limoger tout un ensemble d'équipes journalistiques, la direction. Il coupe des têtes, et c'est un peu une méthode qui lui est reconnue, de même qu'il a, ça semble avéré, qu'il a effectivement pris des décisions éditoriales directement. Mais en fait, au-delà de cet exemple, en fait, c'est très compliqué pour un chercheur de voir les effets de la propriété sur les contenus. Alors pourquoi ? Parce que précisément, toute la chaîne qui permettrait d'expliquer comment l'actionnaire majoritaire produit des effets sur la ligne éditoriale, eh bien cette chaîne, elle est invisibilisée. Et on le comprend, parce que si elle était rendue visible, alors elle porterait atteinte à la réputation du journal, et la réputation dans ce champ que certains appellent de champ de production symbolique, qui produit non pas des biens matériels, mais des biens symboliques, des biens culturels, eh bien, elle est très fragile. La réputation, c'est une denrée extrêmement précieuse. Ce qui explique que quand est révélée l'intrusion d'un actionnaire majoritaire sur une couverture ou sur le limogeage d'un dirigeant, eh bien, ça fait scandale. Et ça a des répercussions, et on peut supposer que ça ait des répercussions sur le lectorat. Donc, sur cette question de la propriété, il y a une chose qui est importante de souligner, c'est que le propriétaire, en fait, l'actionnaire majoritaire ne peut pas se comporter comme étant chez lui dans les médias dont il est propriétaire. Pourquoi ? Parce que précisément, il y a comme dans toute société, donc c'est le droit des sociétés, existe des sas qui empêchent que l'actionnaire majoritaire puisse faire comme bon lui semble. Et donc c'est, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, c'est le conseil d'administration qui est décisionnaire. Néanmoins, l'actionnaire majoritaire peut agir sur les contenus éditoriaux à travers deux leviers que sont la nomination des dirigeants
et le levier budgétaire, donc l'allocation de ressources, qui sont des leviers extrêmement importants. Et c'est sans doute, pour les chercheurs en tout cas, l'un des moyens que l'on a à disposition pour essayer de résoudre cette énigme donc, de l'intervention des actionnaires majoritaires sur les contenus éditoriaux. Donc je ne sais pas si on pourra poursuivre ensuite la discussion, ou Comme tu veux. Alors voilà, donc peut-être... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres questions. Donc, en fait, moi, je me suis intéressée au profil de ces dirigeants de presse. Donc, en gros, j'ai essayé de voir qui ils étaient. Donc, j'ai pris tout simplement les annuaires des journaux, donc presse quotidienne nationale, également presse télévisée, tout un ensemble d'institutions. Et j'ai regardé qui étaient les N+1 jusqu'à N+3. Hein. Et j'ai essayé de regarder quels étaient leurs parcours, etc. Et il m'a semblé, enfin en tout cas, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est d'abord une surreprésentation des hommes à la direction des journaux, hein, puisqu'on avait simplement 15% de femmes dans l'échantillon, donc 93 dirigeants en poste en 2016. Une surreprésentation des personnes d'origine française. Il n'y a aucune personne et de nationalité étrangère, ce qui est un peu surprenant au regard du capitalisme financier. C'est-à-dire que quand on regarde les caractéristiques des dirigeants du CAC 40, eh bien 17% d'entre eux, donc c'est une étude qui a été réalisée en 2013, avaient une nationalité étrangère. Donc là, on voit que c'est un capitalisme qui est très français. Ça, c'est une deuxième particularité. Ce sont pour 70% des gens qui sont plutôt bien nés, une surreprésentation de Parisiens et une surreprésentation dans les formations de Sciences Po, plutôt de Sciences Po Paris, je crois que c'était à peu près 41%. Donc ça donne quand même des indications sur qui sont les dirigeants qui sont nommés à la tête de ces journaux. Ensuite, simplement, il y a un discours un peu tout fait sur les dirigeants se ressemblent tous, ils sont interchangeables. C'est un groupe un peu unifié. Et en revanche, ce que montre l'étude, c'est que ces dirigeants sont très différents. En fait, c'est un espace qui est très hétérogène et ça se voit à travers les filières d'accès. En effet, ce que j'ai pu mettre en évidence, c'est l'existence de plusieurs filières d'accès à la direction de médias. Donc, on va avoir, par exemple, dans les grands groupes audiovisuels, des gens qui ont plutôt une formation en économie ou qui sont passés par des cabinets ministériels, donc qui ont une formation plutôt ENA, même si elle est loin d'être majoritaire, cette formation. Alors ça, c'est dans les grands groupes de journaux, et on a dans d'autres journaux donc des formations plus intellectuelles. On peut aussi trouver une filière militante dans certains titres, comme Politis, par exemple. On trouve également la filière journalistique qui est surreprésentée, effectivement. Et la dernière filière, en tout cas là je crois que j'ai un peu fait le tour, donc en fait c'est pour montrer que cet espace des médias français, il est loin d'être unifié, et il présente donc des particularités en fonction des institutions. Donc c'était pour aussi mettre un peu d'hétérogénéité dans le débat. Et je propose de répondre à des questions ultérieurement, si vous le souhaitez. Bon. Merci beaucoup. Ça a éclairé une partie du pourquoi les groupes capitalistes s'implantent dans la presse. On va prendre le point de vue diamétralement opposé. Pourquoi on a envie de médias indépendants, pourquoi on construit des médias indépendants, et le modèle de Mediapart est celui qui va être présenté. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'invitation. Oui, je vais essayer de vous présenter le modèle qui a été choisi et comment l'indépendance de Mediapart s'est construite, puis s'est renforcée et s'est sécurisée au fil des ans. Donc Mediapart existe depuis 17 ans, est fort aujourd'hui de 230 000 abonnés individuels payants. Donc on est le 3e quotidien d'information générale nationale, derrière Le Monde et le Figaro en nombre d'abonnés.
C'est une équipe aujourd'hui constituée d'environ 120 salariés, dont la moitié de journalistes, environ 65, plus des collaborateurs, collaboratrices ponctuelles, des pigistes, comme on appelle ça dans le métier. Dès le début, ce journal a été créé par donc des fondateurs, 3 journalistes et une chef d'entreprise, avec l'obsession de l'indépendance. Ces personnes ont d'abord mis de leur argent personnel, pour certains ont emprunté de l'argent pour lancer Mediapart. Ils ont aussi fait appel à des investisseurs partenaires, des amis réunis au sein d'une société des amis de Mediapart, et puis de 2 entreprises actionnaires. Donc au début, Mediapart était une société, tout ce qu'il y a de plus classique. L'équilibre financier a été atteint en 2010 et à partir de là, enfin dès l'origine, mais à partir de là, s'est posée la question de la sanctuarisation du capital de Mediapart. Donc une fois que Mediapart a pu racheter son capital et rembourser sa dette, la question de la pérennisation de cette indépendance, une fois les fondateurs et fondatrices partis, s'est posé. Le modèle qui a inspiré l'actuelle structure capitalistique de Mediapart, c'est le Scott Trust du Guardian. Donc pendant 2 ans, de 2017 à 2019, à Mediapart, on a monté un comité composé de salariés qui s'est employé à réfléchir à la meilleure solution juridique pour garantir la pérennité de l'indépendance de Mediapart. 2 scénarios ont été assez vite écartés, qui avaient déjà été expérimentés dans la presse. Donc, le scénario d'un actionnariat salarié, c'est-à-dire de journaux contrôlés par leurs salariés, n'a pas été retenu. Voilà, c'est le cas de la Société des rédacteurs du Monde et de la Société civile des personnels de Libération. Donc, des modèles qui n'ont pas forcément toujours montré leur solidité, je dirais, face à l'adversité ou en cas de difficultés financières. Et puis, ça donne aussi prise, ces modèles-là, possiblement à des enjeux internes de pouvoir qui peuvent aller à l'encontre de la cohésion d'équipe. Un autre modèle, celui de sociétés coopératives, des SCOP ou des SKIC, ont été balayés. Pareil, les expériences passées ont pu montrer que ça n'avait pas forcément réussi à servir de bouclier contre les puissances de l'argent quand c'était nécessaire. Voilà, le statut de SCOP n'interdit pas une cession. Donc, à Mediapart, on a opté pour un dispositif qui empêche toute revente ou tout rachat du journal. Le seul modèle possible était un fonds de dotation. Donc, en 2019 est créé le Fonds pour une presse libre, qui est une structure à but non lucratif, dont l'objectif est de sanctuariser le capital de Mediapart pour garantir et préserver son indépendance. Donc, ce capital devient incessible, non achetable. C'est un dispositif juridique qui a été avalisé par l'administration fiscale et qui a été validé en interne par un vote de l'équipe de Mediapart. Un vote approuvé très largement, par une quasi-unanimité. Donc la mission du Fonds pour une presse libre est double. Il s'agit donc d'une part de promouvoir et d'aider, de défendre le pluralisme de la presse au travers d'aides à projets versés à des médias qui voudraient se créer sur un modèle d'indépendance financière, et puis de garantir donc, comme je vous l'ai dit, à Mediapart son indépendance. Voilà, donc Mediapart est aujourd'hui totalement contrôlé par une structure non lucrative, étrangère à toute exigence de profit, en fait, et uniquement soucieuse de l'intérêt général, ce qui n'est pas le cas lorsque on est détenu par des actionnaires. Voilà, et la façon dont nous sommes structurés au travers d'une société pour la protection des intérêts de Mediapart, c'est un peu technique, c'est voilà, un enchevêtrement de structures qui fait que eh bien, Mediapart est protégée contre elle-même. C'est-à-dire que si jamais les dirigeants de Mediapart voulaient tout à coup dilapider nos réserves parce que, pour faire plaisir aux salariés, mais en dépit de l'intérêt de l'entreprise, eh bien, le fait que notre capital soit sanctuarisé et doivent passer différentes strates avant de pouvoir redescendre dans l'entreprise, nous protège contre des mauvaises décisions, parce que bien sûr on se fait confiance, mais si ça suffisait, on n'aurait pas besoin de faire tout ça. Pourquoi ça nous semble intéressant, cette indépendance financière, qui n'est pas l'unique critère pour produire de la bonne information et du bon journalisme, mais qui, d'après nous, est un critère indispensable?
parce qu'on le voit tous les jours en fait dans l'écosystème médiatique, les rachats, les reventes et cette instabilité d'ailleurs, comme vous l'avez souligné Julie, créée par ces rachats et ces reventes, on le voit tous les jours, ça déstabilise la production d'un bien commun qui est l'information. Je vous cite quelques exemples tout récents. Voilà, aujourd'hui, le Parisien est en grève parce que le Parisien craint d'être revendu au groupe Bolloré. Le Parisien est possédé par le groupe de Bernard Arnault, LVMH. Donc, il est déjà possédé par un milliardaire, mais il craint d'être chez un autre milliardaire. Donc déjà, on est à ce niveau-là de crainte. C'est-à-dire qu'on a un milliardaire comme actionnaire principal et on craint d'aller chez Bolloré. Je rappelle quand même Bernard Arnault, qui donc possède le groupe Le Parisien, Les Échos, mais aussi l'Opinion, la lettre économique AGFI, et qui, là, c'est aussi une information de cette semaine, est en passe d'acquérir Challenge et Science et Avenir. Les salariés de Challenge sont très inquiets. La Société des journalistes, qui est la structure dans les journaux qui veille à la déontologie et au bon fonctionnement déontologique d'un journal, a protesté, s'inquiète de son indépendance éditoriale, et pour cause, puisque Challenge est un journal d'information économique, Bernard Arnault est un grand industriel, la première fortune de France, donc on peut bien comprendre là qu'il y a un enjeu majeur d'indépendance éditoriale et de garantie d'indépendance. Il ne s'agit pas de le proclamer. L'indépendance, ça ne se proclame pas, ça se garantit par des garde-fous qui n'existent pas toujours, qui existent d'ailleurs assez rarement au sein des rédactions. Et puis là, Bernard Arnault se situe en position monopolistique sur l'information économique. Les principaux journaux d'information économique sont possédés par lui. Et c'est là où je ferai le lien avec un actionnaire, certes, il y a des SAS, et l'ingérence éditoriale. Et puis, la raison pour laquelle un milliardaire qui fait sa fortune dans d'autres domaines, en l'occurrence le luxe pour Bernard Arnault, Vincent Bolloré, la logistique, les ports, etc., Patrick Drahi, les télécoms, etc., etc. Pourquoi ces milliardaires veulent-ils acheter des médias ? Parce que moi, ces milliardaires, je n'ai pas l'impression que les médias que ça soit par philanthropie ou amour de l'information. Je pourrais vous citer plein d'exemples, mais puisqu'on est sur le cas de Bernard Arnault, il y a quelques mois, Bernard Arnault a donné ordre à ses salariés de ne pas répondre aux journalistes d'une liste de médias, dont Mediapart, mais il y en avait d'autres, et sous peine d'être licencié. La menace était assez virulente pour ses salariés de ne pas répondre, parce que évidemment les médias qui écrivent sur lui n'écrivent pas que des choses qui lui plaisent. Ça va de soi, puisqu'on n'est pas là pour tenir la plume d'un communiqué de presse d'un groupe. Donc voilà pourquoi je dirais la présence de milliardaires dans l'écosystème médiatique peut laisser craindre le pire pour le droit à l'information. Et puis je voudrais dire une toute petite chose encore sur ces milliardaires. La question n'est pas tellement leur bord politique, puisque il y a la bolosphère qui donc dans les médias que Vincent Bolloré rachète sont des médias qu'on pourrait classer à l'extrême droite, qui poursuivent un dessein idéologique. Ça a été démontré qu'il avait une forme d'ingérence dans les contenus. Mais à vrai dire, l'implication de Mathieu Pigasse, réputé être un banquier de gauche, ou encore d'Olivier Legrain, industriel qui lui veut aider les médias de gauche, ne me rassure pas davantage, puisque l'indépendance, elle doit être totale vis-à-vis des pouvoirs économiques. Peut-être qu'il y a matière à enquêter sur les intérêts économiques de Mathieu Pigasse, qui à un moment pourront mettre en difficulté les médias dans lesquels il a choisi d'investir. Donc voilà, l'indépendance économique semble être très importante. On a un déficit en France d'enquête économique dans les médias. Et donc voilà pourquoi cette indépendance-là, est importante. Et peut-être esquisser quelques solutions qui ont été proposées donc par le Fonds pour une presse libre, mais c'est pas le seul. Des économistes des médias y font référence, Julia Cagé et d'autres. Ce sont des propositions qui visent à garantir davantage l'indépendance des journaux et à assurer aussi le pluralisme. Donc il y a la loi de 1986 sur la concentration des médias qui est obsolète aujourd'hui puisqu'elle date d'avant Internet, concrètement. Donc voilà, l'écosystème, le paysage a bien évolué. Il faudrait refondre cette loi
loi pour revoir les seuils de concentration. C'est un peu technique, mais c'est un cadre qui mérite d'être revu. On pourrait estimer qu'on interdise à tout groupe industriel dont l'activité principale n'est pas l'information de devenir l'opérateur direct d'un média. On pourrait s'assurer que les conventions passées par l'ARCOM pour l'attribution des fréquences TNT, je rappelle que les fréquences de la TNT sont des biens publics qui sont octroyés gratuitement à des groupes pour fournir donc des chaînes. En l'occurrence, là, je parle de chaînes d'information. Bien interdire que ces chaînes d'information se transforment en chaînes d'opinion et obliger à un réel pluralisme interne au sein des chaînes. Sur la gouvernance des médias, vous l'avez rapidement évoqué, mais on pourrait décider que l'équipe rédactionnelle d'un média est une personnalité juridique qui lui permette un droit d'opposition en matière éditoriale lorsque son indépendance est mise en cause. Donc voilà, que ces journaux puissent, ces personnalités juridiques de journaux puissent aller en justice, et que ça s'exerce sans préjudice, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, les sociétés des journalistes, celles qui veillent au bon fonctionnement déontologique, ne sont pas des salariés protégés, contrairement aux élus du personnel. Ça, il faut le savoir. Donc, ça fragilise et ça probablement empêche de dire quand ça ne va pas. On pourrait aussi généraliser, certains journaux le font déjà, c'est le cas à Mediapart, c'est le cas je crois du Monde, des Échos obtenus de haute lutte, mais un droit d'agrément du directeur ou de la directrice de la rédaction, c'est-à-dire être nommé sur la base d'un vote validé, un vote de validation de la rédaction, mais aussi un droit de révocation. C'est aussi quelque chose qui existe à Mediapart. Si demain, ma binôme et moi, on gère mal la rédaction, eh bien on peut faire l'objet d'un vote de révocation, et ça nous semble bien normal. C'est aussi une sorte de contre-pouvoir interne qui peut permettre de s'assurer que nous menons notre projet éditorial tel que nous l'avons imaginé. Voilà, est-ce que je vous en donne encore quelques-uns ? Une dernière solution possible, par exemple, pour plus de transparence sur les financements et la gouvernance, on pourrait décider qu'un actionnaire d'un journal ait à publier les liens directs et indirects de ses actionnaires et des personnes qui les contrôlent. Ça semblerait être la moindre des choses de dire très précisément d'où on émet, d'où on parle, d'où on écrit et d'où on émet. Voilà pour lancer la discussion. Bien, Sylvain, avec un point de vue probablement critique par rapport à ce qui s'est dit. Non, pas spécialement. Plutôt, je vais essayer de parler de la même chose un peu autrement, différemment, de façon complémentaire. C'est vrai que et de parler aussi à travers à la fois mes expériences, mon parcours et aussi une forme de réflexion permanente dans les situations dans lesquelles je me suis trouvé. C'est vrai que du point de vue de cette question de la propriété des médias dans lesquels j'ai travaillé, j'ai connu des situations extrêmement différentes. Ça fait faire bientôt 30 ans que je suis producteur à France Culture, donc dans le service public de la radio. Voilà, ça c'est une je pourrais vous parler de la situation actuelle pendant 3 heures. Je vais pas le faire, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment du point de vue de l'audiovisuel public, les attaques dont il fait l'objet, etc. Par ailleurs, j'ai en parallèle de ça, toujours travaillé plutôt dans le journalisme écrit, que ce soit sur du papier ou sur du web. En fait, c'est un peu la même chose. Longtemps dans un journal indépendant, un hebdomadaire à l'époque, Les Inrecuptibles, journal dont j'étais l'un des actionnaires, petit actionnaire, mais l'un des actionnaires. Mes actions, je les ai revendues comme tous les autres actionnaires, puisqu'on avait un pacte qui faisait qu'on était obligé de les revendre tous ensemble à quelqu'un dont le nom a été prononcé par Valentino Berti à l'instant, Mathieu Pigasse, alors même que j'avais déjà quitté ce journal depuis 2 ans. J'avais quitté ce journal pour participer à la création d'un autre dont on a parlé aussi, puisque c'est Mediapart. Mediapart dont je pourrais dire un mot aussi des choix qui ont présidé au modèle économique de Mediapart, qui ne sont pas des choix évidents. Par exemple, la question de la présence ou de l'absence de la publicité est un sujet qui a été discuté à l'intérieur de Mediapart. Et les raisons qui nous ont conduits à l'époque à refuser la publicité n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des oppositions idéologiques, c'est des oppositions qui tenaient d'abord et avant tout la difficulté qu'il y avait à
au fond, à trouver, à clarifier le message. C'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler que quand Mediapart s'est lancé, c'était un peu révolutionnaire parce qu'il s'agissait de faire payer les gens pour lire de l'information de qualité sur le web, ce qui avait disparu, et tout le pari était là, et donc il nous a semblé à l'époque beaucoup plus simple de dire que il y avait un seul type de revenu qui était celui des abonnements. Et l'autre raison était que si il y avait eu de la publicité pour compléter ça, alors il aurait fallu investir davantage encore pour créer une régie indépendante, et l'investissement était déjà important pour la rédaction, et donc ce sont ces raisons qui ont conduit de façon assez rationnelle en fait, et pas idéologique à ce choix. Ça, c'est important à rappeler parce que vraiment les choses n'étaient pas du tout décidées. Elles ont été tranchées assez vite, mais elles ont été vraiment discutées au fond. Donc bref, j'ai été dans ce journal, j'ai été actionnaire de Mediapart comme journaliste salarié. J'ai fait le choix, en partant pour Libération, de revendre mes actions, ce à quoi je n'étais pas obligé, mais il me paraissait très sain de faire en sorte que ces actions puissent être rachetées par des journalistes qui arrivaient dans cette rédaction. Donc j'ai vendu mes actions en Mediapart à une époque où elles valaient pas grand-chose, même si je suis parti au moment où le journal venait juste de passer à l'équilibre après 3 ans. Voilà. Et après, je me suis trouvé dans cette situation Libération où le journal appartenait à pas mal de gens différents. L'actionnaire de référence était Édouard de Rothschild, mais il y avait un groupe italien, de la Repubblica, il y avait différents acteurs économiques qui avaient tous en commun de vouloir en fait quitter l'actionnariat du journal, ce qui rendait les choses extrêmement difficiles pour les dirigeants que nous étions, puisque j'étais directeur adjoint de la rédaction du journal à l'époque. Donc tout ça m'a conduit, après, j'ai été professeur à l'EHESS pendant 8 ans, mais ça s'est terminé. Et pendant ce temps-là, j'ai notamment réfléchi à l'idée d'un nouveau journal que j'ai créé il y a 7 ans et demi maintenant, qui s'appelle AOC, et que je dirige, et dont je suis l'actionnaire majoritaire. Pas le seul, mais l'actionnaire majoritaire. Et donc tout ça m'a conduit à réfléchir à partir de situations très concrètes et très diverses à la question de l'indépendance. C'est une question qui est souvent un peu caricaturée dans les médias, et j'observe une chose, c'est que j'aime bien faire la critique des médias. Je pense que c'est quelque chose dont on manque terriblement en France en particulier. Et quand je la fais sur les réseaux sociaux en prenant tel ou tel prétexte de traitement de l'actualité, là je l'ai fait récemment tout à l'heure à propos du traitement du verdict de l'affaire Sarkozy et autres, eh bien je suis frappé des réactions, des commentaires qui souvent pointent vers la question de la propriété des médias. C'est-à-dire, c'est comme si les gens, au fond, ne comprenaient pas vraiment le sens des critiques que je formule et les rabattaient toujours à la question des propriétaires. Je constate que le grand public, qui ne connaît pas très bien la manière dont ça fonctionne, a spontanément tendance, par réflexe, à se dire si les journaux écrivent ça, c'est parce qu'ils appartiennent à X ou Y, sous-entendu X ou Y leur a dit d'écrire ça. Ben, si c'était aussi simple, ça existe parfois, mais en fait, en général, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On parlait tout à l'heure de chaînes invisibilisées, c'est Julie Sedel qui employait l'expression. En fait, bien souvent, il n'y a même pas de chaîne, en fait. Il y a des formes d'incorporation, de manière de faire, de manière d'être, de culture professionnelle, de mécanismes d'autocensure, de divers et variés, qui sont, et un certain nombre de gens qui ont fait de l'ethnographie du journalisme, j'en connais dans la salle, ont observé tout ça. Mais ça s'observe à une échelle extrêmement fine, et c'est très compliqué de décrire un système de pouvoir à partir de ces micro-interactions qui sont néanmoins réelles. Il faut le faire, c'est une tâche que la sociologie du journalisme doit absolument s'assigner, mais en tous les cas, on ne peut pas le faire de manière déterministe, mécaniste. Je prendrais parce que les choses sont compliquées parfois pour les propriétaires. Il y a des rapports de force à l'intérieur des organisations professionnelles. On peut prendre un exemple peut-être plus facile que celui des journaux, s'agissant de M. Bolloré qui a racheté le groupe Hachette. Alors vous avez sans doute entendu parler de la façon dont la maison historique Artem Fayard a été radicalement transformée idéologiquement. Mais enfin, ce groupe, c'est aussi d'autres maisons historiques très importantes, comme Grasset, comme Stock, comme Kalman Levy, par exemple,
Et on ne peut pas dire aujourd'hui, en regardant les catalogues des publications de ces maisons, qu'elles ont radicalement changé, comme l'a fait Fayard. Et si ce n'est pas le cas, c'est pour des raisons complexes. C'est sans doute parce que M. Bolloré ne peut pas appuyer sur un bouton pour le faire du jour au lendemain. C'est aussi parce qu'il a probablement conscience, ou les gens qui travaillent avec lui, que s'il le faisait, du même coup, il détruirait la valeur symbolique et donc économique de ce qu'il a racheté. Alors certes, un certain nombre de ces propriétaires sont prêts à détruire une part significative de cette valeur économique. On l'a vu, regardez ce qui est devenu Europe 1, une radio qui a perdu énormément de son audience en raison, en grande partie, des choix idéologiques depuis qu'elle appartient au groupe Bolloré. Et on sait bien que des milliardaires ou des gens très riches sont prêts à perdre beaucoup d'argent pour acquérir du pouvoir d'influence politique, culturelle, bien entendu. Mais enfin, dans certaines mesures, malgré tout. Et puis, il existe dans des journaux, ça a été rappelé par Valentine Auberti, des mécanismes, par exemple dans le groupe Le Monde, qui appartient à Xavier Niel aujourd'hui, faut dire les choses comme elles sont, des mécanismes qui font que tout Xavier Niel qu'il est, il ne peut pas véritablement nommer le directeur de la rédaction du journal ou le directeur du journal comme il l'entend. C'est-à-dire que là, récemment, la directrice de la rédaction du Nouvel Observateur, Cécile Prieur, vient d'être révoquée par ses collègues dans un vote, puisque maintenant le journal applique une nouvelle charte qui fait qu'il y a un vote régulier pour une sorte de vote de confiance pour la direction de la rédaction. Donc il y a des marges de contraintes. On est dans un monde où, en fait, je pense que d'ailleurs c'est très intéressant comme leçon parce que ça faisait partie des pistes données par Valentine et je pense qu'effectivement c'est des pistes très très intéressantes. C'est-à-dire plus les systèmes de contraintes pèseront. Alors ces systèmes de contraintes, elles peuvent être institutionnels de ce type-là, ça peut être des règles, mais ça peut être aussi des rapports de force, tout simplement. Et donc moi, peut-être, je ne veux pas être trop long, ce sur quoi je voudrais terminer avant qu'on réponde à d'autres aspects peut-être dans les échanges, c'est le fait que, comment dire, que s'il faut s'intéresser à la question de la propriété des médias et à ces niveaux de concentration qui sont terribles en France, et on a vraiment besoin d'une loi qui les limite, à la fois concentration horizontale, verticale, des choses qui n'ont rien à voir avec la concentration, mais qui, comme là aussi ça a été cité, le fait par exemple pour un média de ne pas dépendre d'autres secteurs industriels, Dassault dépend de marchés publics considérables s'agissant de l'armement par exemple, c'est pas sans poser des questions sur la manière, la liberté, la marge de manœuvre dont disposent des journalistes qui sont chargés de couvrir ces questions à l'intérieur du journal. Donc tout ça c'est très important. Mais je crois qu'il serait illusoire de penser que si on règle ces questions-là, on aura tout réglé. C'est-à-dire que moi, je suis frappé par d'autres mécanismes de concentration que je pourrais qualifier de concentration mentale, au fond, qui relèvent davantage de deux choses. D'une part, des modèles économiques des médias et d'autre part, de la culture journalistique. Les modèles économiques des médias, notamment du fait de la mutation numérique, ont induit des manières de faire qui détruisent chaque jour un peu plus des choses aussi précieuses que la hiérarchie de l'information, par exemple. Et cela indépendamment du fait de savoir qui est propriétaire des journaux. Et donc je pense que ça a des effets beaucoup plus considérables sur la dégradation de la qualité de l'information que la propriété des médias. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ces modèles économiques qui en fait reposent sur des logiques de clics, puisque une partie des revenus de ces médias vient de la publicité, une publicité adossée à des artefacts, à des choses qui sont purement imaginaires en fait, mais auxquels un certain nombre de gens, les publicitaires, les annonceurs, les médias, ont un intérêt commun à croire pour que ce modèle perdure. Et donc, Mediapart, à mon sens, comment dire, l'indépendance de Mediapart, à mon sens, provient davantage du choix de son modèle économique d'abonnement que du caractère aujourd'hui assis dans un fonds de dotation, même si je ne remets pas du tout en question la justesse de cette solution. Mais au moment où Mediapart était détenu par des personnes physiques,
il y avait cette indépendance surtout garantie par le fait que aujourd'hui, Mediapart n'a jamais un intérêt commercial ou économique à publier un article plutôt qu'un autre. Et ça, c'est absolument fondamental. Deuxième chose, la question de la culture professionnelle des journalistes. Où on est face à une profession quand même qui s'est considérablement standardisée. Moi personnellement, comme rédacteur en chef ou directeur de journal, j'ai toujours fait attention par exemple à confier des stages à des étudiants qui n'étaient pas dans des écoles de journalisme. Mais je pense que je suis à peu près le seul à avoir érigé comme principe cela. C'est une profession qui s'est vraiment formatée en fait, dans la formation notamment, mais pas seulement, des journalistes. Quand j'ai commencé à faire du journalisme, très jeune, les gens, j'ai pas fait d'école de journalisme, mais les gens venaient d'horizons beaucoup plus variés. Beaucoup étaient d'ailleurs autodidactes, d'autres étaient médecins, d'autres. Enfin, il y avait une variété dans cette profession beaucoup plus grande. Donc aujourd'hui, il y a des formes de culture journalistique, d'idéologie professionnelle. Moi, j'appelle ça comme ça au sens, ça n'a rien de polémique, hein, c'est un concept sociologique qui font que les journalistes ne sont pas indépendants, mais pas parce que leur journal appartient à un milliardaire, tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de manière de faire un peu mécanique. Il suffit de regarder, par exemple, le traitement de ce procès, enfin du verdict d'hier, pour s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on voit un effet très moutonnier, et ce, indépendamment du statut, de la propriété des médias. En fait, le service public, par exemple, pourrait se comporter complètement différemment. Il n'a pas, c'est pas le cas. En fait, il est aussi pris dans des logiques. Même du point de vue des modèles économiques, pourquoi le service public qui ne dépend pas de la publicité, c'est le cas de Radio France, c'est pas le cas de France Télévisions, pourquoi se comporte-t-il de la même façon qu'un média qui dépend de la publicité? Voilà une question qui interroge au-delà de la question de la propriété des médias. On est quasiment à la moitié du temps dont on dispose et on va sûrement vous donner la parole. Tout a été abordé puisque la question du service public est une grosse question quand même. Quand on sait les chaînes de radio, les télévisions, est-ce qu'on peut en attendre en qualité de l'information, en moyen de l'information, en honnêteté et en pluralisme, on pourrait penser que c'est le modèle. Ça ne l'est pas tout à fait. Alors, bon, peut-être que votre avis sur le sujet nous servira. Je m'aperçois qu'on n'a pas abordé la question du pluralisme. Certains parlent de pluralisme interne, de pluralisme externe. Je vois mal comment on pourrait demander à CNews d'être pluraliste en interne. C'est impossible. Ils vont prendre des pantins de gauche, les empêcher de parler pour dire qu'ils donnent du temps de parole. Est-ce qu'il, en matière de télévision par exemple, est-ce qu'il faut absolument en rester là à cette exigence formelle d'un pluralisme interne, ou bien est-ce qu'il faut donner la possibilité d'une chaîne de gauche comme il y a une chaîne de droite? Je veux bien proposer un début de réponse. Je sais pas, c'est un débat, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on a une convention de fréquence, enfin, quand on a une convention avec l'ARCOM, quand on a une chaîne et qu'on a une convention avec l'ARCOM, on doit respecter le pluralisme interne, en fait. Et c'est ce à quoi ça se traîne tout un tas de chaînes d'information. Et ce à quoi ça se traîne un peu moins, c'est news. Et vous dites, on mettrait des pantins de gauche, etc. C'est déjà un peu ce qu'ils font. Je ne dis pas qu'ils mettent des pantins de gauche, mais ils repassent des discours, je sais pas, de Mélenchon au milieu de la nuit pour avoir un temps de parole égal. Donc ils jouent déjà très largement avec les règles. Voilà, et donc ils jouent pas ce jeu de la convention et ils ont été rappelés à l'ordre. J'ai plus en tête précisément la procédure, mais je crois que c'était une procédure qu'avait tenté RSF, et le Conseil d'État a rendu une décision en demandant à CNews en pointant le défaut d'honnêteté de CNews dans sa présentation de l'information. Donc je pense quand même que le pluralisme interne doit être, dans le cas de convention de chaînes d'information sur la TNT, sur des fréquences publiques, doit être un horizon et un objectif qu'il faut continuer à avoir. Sinon, chacun monte sa web télé et puis se débrouille, quoi. Mais voilà, si on prend une fréquence publique, on respecte la convention qu'on a signée.
Peut-être pour vous répondre sur la question du pluralisme, je pense que c'est très très important de distinguer pluralisme interne et pluralisme externe. C'est des régimes juridiques de droit hein, qui s'appliquent différemment. Fort heureusement, la presse n'est soumise à aucune règle de pluralisme, si ce n'est le pluralisme externe, c'est-à-dire, mais c'est un pluralisme positif dans le sens où il y a la liberté d'expression et tout un chacun a le droit de créer un journal. Et ça, c'est absolument fondamental. Et le pluralisme naît du fait qu'il existe beaucoup de journaux, en fait. Et je pense que, de mon point de vue, c'est le seul pluralisme. C'est là que la concentration empêche ce pluralisme externe. Oui, alors, bien sûr. Le pluralisme, alors, il est sanctuarisé quand même, enfin, il est garanti à minima par des aides, par exemple, qui sont très critiquables, qui dépendent de critères, mais qui permettent aussi à des journaux de se créer ou de survivre. Le pluralisme interne, par exemple, enfin, le pluralisme interne a été construit comme quelque chose de souhaitable. Et en fait, il a été rendu nécessaire par la rareté des fréquences. Le fait qu'il y ait un service public, d'une part, voilà, induit la nécessité d'un pluralisme interne, mais après, même quand il y a des concessions de services publics, puisqu'on l'Arcom aujourd'hui, mais avant lui, ses ancêtres, attribuaient en échange de cahiers des charges des droits d'émission, des fréquences, en veillant dans ce cahier des charges à ce qu'il y ait des formes de pluralisme, en fait. Bon. Et du coup, c'est devenu, au fond, une espèce d'idéal que certains voudraient plaquer, y compris sur la presse. Et je pense que ce serait extraordinairement dangereux. La presse même a voulu donner des gages parfois. Je me rappelle vraiment, comme lecteur, au début des années 90, avoir été surpris par le choix qu'avait fait Libération, c'était à l'époque de Libé 3, pour paraître comme un journal sérieux, parce qu'il y a toujours eu ce complexe à l'endroit du Monde, de confier une chronique politique à Alain Duhamel. Et moi, comme lecteur de Libération, j'ai jamais compris pourquoi j'avais droit à une chronique politique d'Alain Duhamel. Donc quand je me suis retrouvé directeur adjoint de Libération, la seule fois de ma vie où j'ai déjeuné avec Alain Duhamel, c'était avec Nicolas Demorand, qui était le directeur de Libération, c'était pour lui annoncer qu'on arrêtait sa chronique, en fait. Mais parce que je n'avais pas changé d'avis, parce que je trouvais absurde que Alain Duhamel ait une chronique dans Libération, dès lors qu'en fait il était mieux à sa place dans la presse de droite et que par ailleurs on le voyait beaucoup à la télévision ou à la radio à l'époque. Et donc on avait arrêté la chronique d'Alain Duhamel, ce qui nous avait valu beaucoup de reproches de la part du service politique du journal, parce qu'ils pensaient que ça faisait sérieux au fond d'avoir ce pluralisme. Non, le pluralisme important, c'est qu'il y ait à la fois Libération et Le Figaro et L'Opinion et Le Monde et plein de journaux. Mais ce n'est pas à chaque journal. Alors à l'intérieur de la gauche, il est important qu'il y ait un débat d'idées, qu'il y ait des tendances, des nuances, qu'évidemment tout le monde ne soit pas sur une ligne, ça n'a aucun sens. Mais en fait, la focale doit être plus ou moins large, en fait. Je pense que c'est très important de défendre ce genre de choses. Alors aujourd'hui, le pluralisme est un mot piège qui est utilisé beaucoup par l'extrême droite pour lui faire dire le contraire de ce qu'il veut dire. Les débats étaient très inquiétants autour de l'Arcom l'an dernier. Heureusement, le Conseil d'État a eu la sagesse dans sa décision suite à l'appel, comment dire, il a été saisi par Reporters sans frontières. Plus exactement, Reporters sans frontières a saisi l'Arcom qui a rendu une décision qui ne plaisait pas à Reporters sans frontières, donc le Conseil d'État a eu à trancher, et il a eu la sagesse, à mon avis, de refuser d'entériner dans le droit la distinction entre une information et une opinion. Bon. Ça, on pourrait en parler longtemps, mais je pense que c'est très important d'un point de vue démocratique qu'on ne s'embarque pas dans des définitions juridiques de l'information et de l'opinion. Je pense qu'il est très maladroit aujourd'hui pour le service public d'expliquer qu'il ne fait pas le même métier que CNews parce que lui fait de l'information là où CNews fait de l'opinion. Écoutez n'importe quelle radio de service public et essayez de distinguer l'opinion de l'information, vous aurez beaucoup de mal, et c'est tant mieux, parce que le travail de journalisme est aussi un travail d'éditorialisation, de cadrage, de contextualisation, et que l'information chimiquement pure, l'information exclusive, c'est quelque chose d'extraordinairement rare, en fait. Donc, prétendre qu'un modèle économique ne dépend que de l'information exclusive, c'est assez malhonnête, en fait. C'est important l'information exclusive. Mediapart est là pour le rappeler. Mais Mediapart ne publie pas que des informations exclusives. Sinon, le journal ne serait pas très épais, en fait. Et il serait pauvre. Il y a beaucoup de choses
très intéressantes dans Mediapart, des partis pris, des enquêtes, des portraits, tous les registres du journalisme en fait. Donc il faut faire attention à cette revendication professionnelle de l'information contre l'opinion parce qu'elle est en train de se retourner du fait de la bataille que mène l'extrême droite actuellement contre la profession journalistique, de mon point de vue. Je crois que les micros peuvent circuler dans la salle. Merci à vous. C'était une question pour Valentine Auberti, justement, et Mediapart. Alors moi qui suis une lectrice de longue date et une abonnée de longue date de Mediapart, j'ai vu évoluer, justement, on parle de pluralisme interne, j'ai vu évoluer aussi la rédaction elle-même, évidemment, qui est passée quand même effectivement du père fondateur Edoui Plenel, etc., à une rédaction beaucoup plus diversifiée, qui aujourd'hui a une direction féminine, qui a aussi des noms, qui ont aussi une consonance beaucoup plus diverse et beaucoup plus variée. Et je voulais savoir comment vous l'avez travaillé, puisque vous avez parlé du volontarisme qui vous a animé pour le modèle économique, mais comment ça vous l'avez travaillé aussi, vous l'avez évidemment travaillé en interne. Ouais, alors je vais parler de travail interne qui a été fait quand moi je n'étais pas là, mais je vais essayer de vous le restituer sans dire de bêtises. La question qui s'est d'abord posée, c'est celle du genre. En fait, ça a commencé par le fait de se rendre compte qu'en conférence de rédaction, qui est le lieu chaque matin où on débat de l'actualité, des sujets qu'on va traiter dans le journal et de quelle manière on va les traiter, eh bien, dans ces conférences de rédaction, la parole était accaparée par les hommes. Et donc, on a commencé à compter le temps de parole, à se rendre compte de ça. On a aussi compté à l'aide de chercheurs je ne sais pas comment le formuler, peut-être le taux de masculinité des articles, c'est-à-dire de compter le nombre de personnes sollicitées dans les articles qui étaient des hommes, des femmes. Alors il y a des domaines dans lesquels c'est difficile d'atteindre la parité, par exemple sur les sujets de terrorisme, c'est difficile en fait, les interlocuteurs sont surtout des interlocuteurs et peu d'interlocutrices, mais par exemple dans l'émission À l'air libre, qui est une émission d'actualité de débat, on essaie de veiller dans les interlocuteurs et trices qu'on invite, nos invités, à la parité, à la diversité, à renouveler les voix, etc. Donc voilà, il y a eu tout un travail d'audit interne en quelque sorte qui a conduit à mettre en place dans un premier temps en conférence de rédaction des vigies pour compter le temps de parole et dire attention, là, non, là, t'as assez parlé, c'est autour d'une telle, etc. Donc de faire un travail déjà d'autocritique en interne. Et puis les choses, elles ont évolué de cette façon jusqu'à la mise en place d'une responsable éditoriale aux questions de genre qui a été une sorte d'évidence après avoir commencé à travailler sur les questions de violence de genre au travers notamment de l'affaire Baupin, etc. Donc il y a eu à la fois un travail sur l'entreprise et qui a été parallèle à un travail éditorial sur ces questions-là. Et le travail en entreprise a abouti aussi à la mise en place en interne de référents violences sexistes et sexuelles. Donc si en entreprise on est témoin ou victime d'un propos sexiste ou d'un geste de harcèlement, etc., on a la possibilité de saisir des personnes qui ont été formées à recevoir cette parole-là, à la faire remonter si nécessaire, etc., etc. Sur la question de la diversité, raciale, on fait le même travail avec un retard à l'allumage, on peut le dire, faut le dire. On a longtemps été une rédaction blanche, c'est moins le cas aujourd'hui, mais dans les postes à responsabilité, c'est très blanc encore. Voilà, ça aussi, il faut le dire. Et donc, ce retard à l'allumage, forcément, se répercute sur les postes à responsabilité, puisque les jeunes pousses qui sont arrivés grandissent et auront des responsabilités à prendre, et ce seront les prochains et prochaines à prendre les rênes du journal ou de service, etc. Donc on progresse humblement, pareil, autocritique. On a eu en notre sein un comité antiracisme qui s'est auto-constitué et qui a bousculé les personnes qui dirigeaient le journal
journal pour avancer sur ces questions-là. Et donc aujourd'hui, on a mis en place une fonction de responsable éditorial aux questions raciales, sur le même modèle que la Gender Editor, pour le dire plus vite, qui s'appelle Sabrina Cassa, qui est une journaliste de Mediapart qui s'occupe du club. Donc voilà, qui a vocation à être une personne ressource pour les journalistes de la rédaction dans la façon dont on parle de ces questions-là, des questions liées aux discriminations, au racisme, et puis qui a aussi vocation à produire du contenu éditorial là-dessus. Donc on a récemment lancé une newsletter sur ces sujets. Là où je voulais en venir, oui. Donc voilà, et on essaie dans nos recrutements d'être attentif, vigilante, et de privilégier à compétences égales des profils issus de la diversité. Parce que voilà, il n'y a pas de raison, il faut être proactif, mais à compétences égales, et on y tient. Et il y en a plein des profils de la diversité à compétences égales. Il n'y a jamais de problème de compétences. Par contre, il y a un problème de biais dans la façon de recruter. Donc on se forme aussi au recrutement sans discriminer, quoi. Enfin, je ne sais plus quel est l'intitulé exact de la formation, mais voilà, on fait un travail sur différents fronts pour avoir une rédaction qui soit plus représentative de la société, quoi. Enfin, tout simplement. Voilà. Et on n'est pas au bout du chemin, très humblement. En classe sociale, alors... Le travail là-dessus, il pourrait être, je trouve ça plus difficile à faire, à part enfin après on reçoit des CV, des lettres de motivation, donc on les comprend, les classes. Par exemple, les alternants, si ça je peux vous dire, par exemple, on a entre 2 ou 3 alternants par an depuis quelques années, 2 là pour l'année scolaire qui a démarré. Et on essaie de recruter des alternants-alternantes aussi sur critères sociaux. On essaie de prendre des étudiants boursiers, par exemple. On essaie de diversifier aussi de ce point de vue-là. Je trouve ça plus difficile à 10 ans d'expérience, 10, 15 ans d'expérience. Enfin, moi, personnellement, je viens de la province, d'un milieu pas du tout intellectuel, une petite classe moyenne de province avec des parents qui ont fait des métiers d'employés ou de cadres de petites entreprises très, très loin du journalisme. Mais aujourd'hui, ça fait 20 ans que je vis à Paris, j'ai 43 ans et un très bon salaire, donc je suis très loin de mes origines, donc m'en prévaloir me semblerait assez indécent et incongru, bien que j'ai été forgée par tout ça, mais je trouve ça plus difficile de revenir aux origines sociales quand on a atteint un niveau de CSP+, quoi. Même si bien sûr ça colore mon regard sur les choses, mais probablement de moins en moins en fait, à mesure qu'on s'embourgeoise, je pense. Il faut aussi avoir conscience de ça. Mais c'est aussi une réflexion qu'on peut avoir. Peut-être qu'il faudrait réaliser nos propres statistiques internes. Je ne sais pas. Ça, c'est pas quelque chose qui est en discussion, c'est quelque chose auquel moi je réfléchis, mais ce sont des discussions intéressantes pour objectiver les choses, en fait. Voilà, tout simplement. Les objectiver pour agir ensuite. Ouais. Bonjour. Moi, j'avais une question. Je suis là, sur le côté de la salle. J'avais une question sur ce dont vous avez parlé tout à l'heure, sur les chaînes invisibles qui ont un effet sur l'indépendance des journalistes au sein des équipes. Et sur, tout d'abord sur le fait, comment sont nommés généralement les rédac-chefs et les directeurs de journaux. Est-ce qu'il y a vous en avez parlé pour Mediapart, mais est-ce que dans le reste de la presse, il y a des procédures habituelles ou pas vraiment? Et la deuxième chose, c'est, vous avez parlé aussi, je crois que c'était monsieur Sylvain Bourmeau, sur l'idéologie professionnelle et l'effet néfaste des écoles de journalisme sur, après, la possibilité des jeunes journalistes à développer une pensée un peu originale. Moi, je me demandais comment faire aujourd'hui donc, pour... je sais pas, des jeunes gens qui voudraient devenir journalistes ou des groupes de presse qui voudraient travailler sur ça pour changer les choses. Deux questions.
Alors sur les recrutements, en fait, ça varie beaucoup selon les institutions, puisque dans l'audiovisuel public, vous savez qu'il faut faire campagne pour être élu. En fait, c'est l'Arcom en fait, qui nomme les PDG de l'audiovisuel public. Enfin, ça a été à un moment donné, en 2009, le président de la République, mais c'est revenu dans le giron des prérogatives de l'Arcom. Dans les médias, la plupart des médias qui sont en fait des entreprises privées, enfin ceux qui sont voilà. Donc là, c'est plutôt l'actionnaire qui est en charge de nommer, mais il peut consulter la rédaction, et la rédaction surtout peut opérer, avoir un droit de veto, mais disons que ce n'est pas la situation générale. On le voit au Monde et à Libération, mais je crois que dans la plupart des rédactions, en fait, finalement, c'est plutôt l'actionnaire majoritaire qui tranche, en fait. Enfin, je parle sous le contrôle de Sylvain Bourmeau. Alors après, les procédures de recrutement, alors comment ils font pour recruter? Comme certains d'entre eux n'y connaissent absolument rien au journalisme, puisque notamment ceux qui viennent d'autres secteurs, bien sûr, ils vont consulter leur entourage et essayer de voir qui serait en charge de s'occuper au mieux, remplir au mieux cette fonction. Alors il y a plusieurs critères. Je pense qu'il faut que le directeur éditorial en particulier apparaisse à la fois indépendant, parce qu'il faut donner des gages à la rédaction, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le directeur éditorial apparaisse trop aux ordres de l'actionnaire, parce que ça peut, disons, le griller aux yeux de la rédaction, parce qu'on a vu que la rédaction, c'est un corps un peu particulier, la rédaction. J'emploie cette métaphore du corps parce que les directeurs eux-mêmes expliquent que parfois la greffe ne prend pas. Et donc, c'est un terme assez fort pour montrer que c'est une communauté de travail et que cette communauté, elle peut aussi se souder contre l'actionnaire. On a vu ça il y a très longtemps, en 2009. Enfin, en tout cas, dans les Échos, en 2007, il y avait une fronde des journalistes des Échos qui étaient vraiment, pour le coup, pas du tout habitués à être frondeurs. On ne peut pas dire que c'était des militants, les journalistes économiques de la presse financière, et qui ont fait une fronde contre l'arrivée de Bernard Arnault à la direction dans l'actionnariat du journal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas si évident, en fait, ce processus de nomination du directeur. C'est un savant équilibre, et qu'en général, c'est plutôt la réputation qui va conduire ou pas d'ailleurs au recrutement de ce directeur. Et la réputation, c'est quelque chose qui est un peu impalpable en fait. Parfois, il y a ce qu'on peut remarquer, c'est que chez les journalistes, dans cette sphère, il y a des valeurs montantes. C'est-à-dire que par exemple, pendant quelques années, une personne est en odeur de sainteté. Rodolphe Belmer, par exemple, c'était une valeur montante. À un moment donné, c'était un ancien PDG de Canal+. Il était à la direction de Canal+. Et puis tout à coup, on ne sait pas exactement pourquoi, mais vous tombez en discrédit, quoi. C'est un peu comme à la cour du roi, en fait. Si on prend les travaux de Norbert Elias sur la société de cour, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des courtisans autour d'un roi et la réputation se fait et se défait. C'est comme une valeur boursière. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais en tout cas, merci. Pour répondre à l'autre aspect et prolonger là-dessus, en fait, il faudrait rentrer dans le détail, parce que la situation des présidents, des PDG de journaux ou de groupes audiovisuels est très différente de celle des rédacteurs en chef, et même directeur de journal ou rédacteur en chef. En fait, on a souvent le sentiment, quand on regarde de l'extérieur, que le directeur d'un journal, c'est celui qu'on voit à la télé. D'abord, il a écrit directeur du journal, donc il est directeur du journal. Mais en fait, vous avez sans doute remarqué que certains de ces directeurs de journaux, en fait, passent leur journée à la télévision. Donc en fait, ils ne dirigent pas vraiment les journaux dont ils sont les directeurs. Et ils ont été choisis précisément pour être des hommes sandwich qui sont sur les plateaux des chaînes d'infos en permanence. Bon, on va citer le nom de Christophe Barbier, par exemple, qui a fait ça pendant des années, des dizaines d'années, directeur de l'Express. Je pense qu'il avait assez peu de temps pour faire l'Express. En fait, quand on est journaliste, on sait qu'il y a des gens dont on dit qu'ils font le journal, quoi. Bon, c'est des canardiers, c'est des gens qui sont là du matin au soir et qui prennent les décisions éditoriales, qui les assument, qui font tourner la boutique, qui jouent un peu un rôle de coach des équipes. Il faut regarder en détail, parce que d'une rédaction à l'autre, ça change, mais néanmoins, il y a quand même des points communs, et en particulier la difficulté de plus en plus grande dans ce métier à trouver des chefs, par exemple. Trouver des chefs de service dans un métier où beaucoup de journalistes le vivent comme une passion, et leur rêve, c'est d'avoir du temps pour écrire.
Et donc, encadrer, faire du management, c'est pas la raison pour laquelle ils ont décidé, pour beaucoup d'entre eux, de faire ce métier. Et donc, moi, j'ai pu me trouver dans une situation, à la Libération notamment, où on avait beaucoup de mal à confier des responsabilités, à trouver des gens qui acceptaient les contraintes aussi horaires qu'implique le fait de diriger un service, c'est-à-dire de rester jusqu'au bouclage. Et donc, c'était un frein. On avait un peu les mêmes problématiques que celles énoncées par Valentine Auberti, notamment du point de vue de la féminisation des postes à responsabilité, et une grosse difficulté à trouver des journalistes femmes prêtes à assumer ces responsabilités. Donc voilà, c'était un peu la quadrature du cercle. On a néanmoins réussi à, ne serait-ce que commencer de féminiser un peu la direction de la rédaction, avec l'arrivée d'Alexandra Schwarzbrod, mais ça a été vraiment compliqué voilà, de convaincre des gens d'accepter ces responsabilités. Donc c'est très complexe en fait comme mécanique. Après, sur la question de l'idéologie professionnelle et des écoles de journalisme, si quelqu'un a envie de devenir journaliste, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'école, il faut faire une école, mais il faut essayer, quand on y entre, d'y entrer avec tout le bagage qu'on a préalable, en général des études en sciences humaines et sociales, et d'être capable de se servir de ce bagage pour être dans une attitude réflexive dans sa pratique en permanence, et l'être avec ses collègues. En fait, c'est un sport collectif, le journalisme, et cette attitude critique, il faut la développer à plusieurs. Il faut trouver c'est pas toujours facile, et le journalisme est la profession la moins réflexive que je connaisse, donc mais c'est absolument essentiel. On peut se départir de cette idéologie professionnelle, en tous les cas essayer de le faire, avoir conscience déjà qu'elle existe. C'est déjà un bon pas. Après, c'est compliqué. Il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de place, il y a des contraintes diverses et variées. Mais voilà, c'est un combat de tous les instants, en fait, je pense. Moi, j'ai plusieurs... j'aurais plein de choses à vous dire, mais je vais me concentrer sur quelques-unes. Merci. Oui, plusieurs choses. À un moment, au niveau de la concentration des médias, on parlait pas mal du fait que les entreprises pouvaient plus financer les partis politiques et que du coup, il y avait des millionnaires, milliardaires qui concentraient en fait, qui au lieu de les financer en leur nom propre, acheter des médias qui allaient ou créer des médias qui allaient diffuser l'idéologie qu'ils voulaient soutenir. Et que la concentration était aussi liée par rapport à ça, au fait que c'était, ils se donnaient les moyens de concentrer justement le faisceau sur ce qu'ils voulaient dire et ce qu'ils voulaient mettre. Donc ça, si vous pouvez voilà, donner votre point de vue là-dessus. Par rapport, depuis tout à l'heure, vous parlez de journalistes. Il y a des médias comme ceux du groupe Reworld Media qui virent les journalistes et font faire par des gens qui ne sont pas journalistes. Et donc Reworld Media, ils avaient repris notamment Science et Vie Junior, et donc ça, ce qui peut poser problème, notamment sur du journalisme scientifique. Il y a cette dimension-là. Et quand vous avez parlé tout à l'heure, Sylvain Bourmeau, par rapport à la concentration, je pense qu'effectivement, il y a aussi la question de la concentration des journalistes ou des titres de presse sur des sujets. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse. Je suis pigiste en BD. Je suis toujours sidéré de la manière dont la plupart des médias qui ne sont pas concentrés sur la BD, quand ils parlent de la BD, parlent d'un même type de bande dessinée. Et ça, sur la culture, c'est assez facilement visible de voir qu'il y a des types d'éléments qui sont mis en avant et qu'on n'informe pas sur d'autres. Et ça, je pense, effectivement, c'est des concentrations inconsciente, mais il y a ce facteur-là. Et après aussi, le fait que très souvent l'information elle est faite d'un niveau à Paris ou proche capitale, et que quand on est en province, les médias locaux sont beaucoup plus dépendants des baronnies locales.
et qui a beaucoup, genre à Marseille avec Saadé, on en sait quelque chose, CMA-CGM, et voilà, et que ça aussi, il y a cette concentration-là qui est compliquée, et qui quelquefois, même inconsciemment, moi j'ai pigé pour des journaux locaux où vous saviez que inconsciemment, même, comme moi je le réalisais souvent après, que j'allais dans le sens du vent, mais alors que ce n'était pas du tout mon objectif. Voilà, désolé de tous ces points, mais... Je peux dire un petit mot sur un ou deux points de votre intervention. Effectivement, sur le fait d'avoir une influence politique sans financer de parti, mais en achetant des médias. C'est le cas, enfin, on en a parlé ce soir, mais par exemple, ça s'est vachement vu pendant la campagne de 2022 sur la chaîne du groupe Bolloré. On a su, je crois que c'était Le Monde qui avait révélé l'information, ou c'est lui-même qui le disait dans son livre, Éric Zemmour, et ça n'a pas été contesté, que c'est Vincent Bolloré lui-même qui l'a fait venir quotidiennement dans l'émission présenté par Christine Kelly sur CNews quelques mois avant la présidentielle, et c'était pour lui une rampe de lancement. Donc on savait que voilà, c'était la main de Bolloré sur cette émission. Donc oui, il y a une forme d'influence qu'on essaie d'avoir au travers d'un média, et en plus quand c'est de la télévision, c'est très grand public et ça touche encore plus que les journaux de presse écrite qui peuvent être prescripteurs d'une autre façon, mais qui sont des médias moins lus, enfin moins vus, quoi. Et puis sur les journaux locaux, l'effet de concentration et voilà, par exemple le chantage à la pub comme levier financier, etc. J'imagine que c'est encore plus fort au niveau local. Et pour ça, ne pas hésiter à soutenir les médias d'information indépendants locaux. Ici à Marseille, vous avez Mars Actu. Alors, c'est un partenaire de Mediapart, donc voilà, je le dis en préambule. On a un partenariat qui fait qu'on peut reprendre certains de leurs contenus et inversement, et on le finance en partie, ce média. Mais voilà, c'est des tentatives de médias indépendants d'exister au niveau local. C'est très difficile. Donc voilà, ce sont des initiatives qui méritent d'être soutenues quand c'est possible, bien sûr. Je veux juste répondre un petit point sur la bande dessinée. Ce que vous disiez me faisait penser à ce qui se passe dans l'édition de littérature en général, et ça permet de clarifier les choses aussi par rapport aux logiques économiques et aux phénomènes moutonniers. Vous avez peut-être remarqué qu'à la faveur de cette rentrée littéraire, Emmanuel Carrère s'est retrouvé à la une du Monde des Livres, de l'Observateur et de Télérama. Trois journaux qui appartiennent au même groupe. Alors certains qui auraient une lecture un peu complotiste de tout ça, ou des lectures un peu économistes, déterministes de tout ça, diraient c'est parce qu'il doit y avoir un intérêt entre l'éditeur, POL, qui appartient à Gallimard, etc. Pas du tout, en fait, absolument pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors l'autre chose intéressante, c'est qu'en revanche, tous les journaux un peu émergents, dans lesquels il y a de la critique littéraire longue, développée, je pense à En attendant Nado, à Collatéral, bientôt à AOC, parce qu'on n'est pas pressé de traiter ce livre, mais on va finir par le traiter aussi, de la même manière, ont des traitements orthogonaux très critiques à l'endroit de ce livre, ce qui a été le cas de Joseph Confavreux dans Mediapart aussi. Et donc, ça dessine quelque chose, en fait, du traitement de la littérature. Mais il faut juste se rappeler une chose, c'est que quand on met un écrivain en couverture, quand on fait un journal, et je suis passé par là aux Inrecuptibles, on ne fait pas ça pour vendre ce livre, on essaye de vendre son journal en profitant de la notoriété d'un auteur. C'est ça la logique économique, en fait. Il ne faut jamais le perdre de vue. Donc les logiques économiques, elles sont croisées. Il n'y a pas besoin pour l'éditeur de convaincre, de corrompre, etc. Il y a des intérêts économiques qui peuvent se rencontrer, en quelque sorte. C'est cette lecture critique qu'il faut essayer d'avoir aussi quand on est lecteur ou lectrice. Merci d'avoir mentionné la question de l'information locale. À Marseille, on a un rapport de force très inégal dans l'information locale. Au niveau de la presse, il y a David et Goliath, c'est-à-dire la Marseillaise et la Provence. Un journal
qui a un engagement, et puis un journal qui appartient à une puissance économique, et c'est pas neutre. Monsieur Saadé a pris la plume récemment, au moment du mouvement social, où il a bien fait comprendre que c'est un mouvement inutile. Donc, il fait peut-être pas pression tous les jours sur ses journalistes, mais quand même, de temps en temps, il y a des choses qui se produisent. Et puis, il y a Astérix avec Mars Actu. Donc, David Goliath et Astérix, c'est quand même un rapport de force très, très inégal. Au niveau de la télévision, il y a BFM, c'est encore Saadé. Et puis, il y a le service public, qui n'est pas toujours extraordinaire. Le service public local, quand vous regardez FR3, on peut aussi se poser des questions sur la façon dont ils produisent, diffusent l'information. Donc il y a peut-être une situation bien particulière. Alors le plateau ici n'est pas local. La question est suffisamment importante pour qu'on ait choisi des personnes qui peuvent parler de la presse nationale, des médias nationaux. Mais effectivement, vous avez bien fait de signaler qu'il y a une situation locale qui, dans d'autres régions, est peut-être pire d'ailleurs. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Je suis là. J'avais une question par rapport... alors, est-ce que la concentration des médias, c'est un phénomène français? Est-ce qu'il s'inscrit dans un contexte global? Vous m'entendez pas? C'est mieux comme ça. Est-ce que ça s'inscrit dans un phénomène global ou mondial, ou européen d'ailleurs? Et aussi, est-ce qu'on a, parce qu'on parlait tout à l'heure, de potentiellement légiférer d'inscrire dans le droit la liberté des médias, en tout cas la liberté économique des médias, est-ce qu'on a des exemples à l'international où ça a été fait, et en ce cas on a un recul dessus? Est-ce que ça a fonctionné, ou est-ce que... Alors, c'est incontestablement un phénomène constatable dans beaucoup d'autres pays, en tous les cas ceux que je connais un peu, la Grande-Bretagne où j'ai un peu travaillé, les États-Unis que j'observe, mais aussi en Espagne par exemple. Il y a eu l'idée dans les années 80, et qui était parfaitement compréhensible aussi, hein, qu'il était très important pour les grands journaux de qualité, s'ils voulaient durer et se consolider, de construire autour d'eux un groupe et d'en faire le navire amiral d'une flottille de titres. Ça a été la politique menée au monde par Edoui Plenel avant qu'il crée Mediapart avec Jean-Marie Colombani. C'est pour ça qu'ils ont racheté les Cahiers du cinéma, qu'ils devaient racheter les Inrecuptibles et de multiples autres titres. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, en fait, leur modèle, c'était El País, qui avait réussi ça en Espagne et qui avait sauvé, sanctuarisé ce journal grâce à une politique de rachat, politique de groupe, en fait. Voilà. Et donc, je pense surtout que ça dépend des législations antitrust dans les pays. Et aux États-Unis, elle est plus forte qu'en France, par exemple. Elle est nettement plus forte qu'en France. La législation anti-concentration, elle n'est pas suffisante, mais elle est plus forte. En France, elle est quasi inexistante, en fait. Donc, et obsolète. Elle n'a pas pris en compte la mutation numérique, etc. Donc, elle est à repenser entièrement, en fait. Oui, merci. Donc, j'ai à rebondir sur plusieurs choses. Je vais essayer d'être concise, rapide. Concentration des médias, ça peut être absorption, ou un groupe de plusieurs titres, donc qui est acheté par une seule personne. Donc selon les cas, donc on l'a vu en local, je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu des disparitions par concentration. Ensuite, donc, liberté d'être informé. Je vais rebondir sur ce qui a été dit sur CNews. Justement, donc la pluralité, la diversité des chaînes d'information, si elle est de qualité, peut permettre à chacun de s'y retrouver. Libre à chacun de trouver ce qu'il cherche. Et la diversité fait que, on peut zapper de l'une à l'autre, avoir plusieurs sons de cloche, et puis après, en garder celui qui nous convient le mieux. Et c'est nécessaire. On a fermé la 8, sachant qu'une chaîne ne fonctionne pas 5 minutes, elle fonctionne toute une journée. Et qu'il y a diverses émissions, diverses approches, divers programmes, que ce soit du sport ou autre chose. Donc, au nom de la liberté d'expression, on peut se poser des questions. Ensuite, au niveau de la locale. Donc, je fais partie du conseil consultatif des programmes de France Télévisions.
et je m'étais positionnée justement sur la locale. L'absence vraiment flagrante d'informations locales, ou vraiment minime, je veux dire. Quand on voit tout ce qui se passe sur le secteur, parce que les gens, quand ils veulent regarder quelque chose, c'est tous les sujets, que ce soit le sport, la culture, une information vraiment très, très choisie et poussée, ce qui n'est pas le cas. Mais quand on voit la restructuration de France Télévisions au niveau justement des chaînes et des radios locales, donc il y a eu déjà une fusion, puisque c'est ici qui dépend de France Info ou France Culture, je ne me souviens plus exactement. Donc c'est une catastrophe. Sachant qu'en plus, sur le terrain, donc avec la restructuration des régions, on n'a pratiquement plus d'équipe. Si on a un événement qu'on demande à ce que quelqu'un vienne, on n'a pas de journaliste. Et surtout le week-end, c'est flagrant. Pareil pour la presse, donc bon, pour couvrir les événements, c'est justement très difficile. Donc c'est pour savoir effectivement, donc on va voir sur la première page, sur la une, un événement national, quand c'est pas les inondations à Marseille, mais autrement, donc quand on feuillette et qu'on lit les différents articles, c'est vrai que bon, on en a peu d'informations. Alors merci beaucoup pour ce témoignage. En tout cas, ce que vous pointez, c'est la place de l'information populaire aussi, parce que effectivement, la télé, c'est de l'information populaire. Là, on a Mediapart, on a AOC, mais c'est quand même un public qui est sur abonnement. Donc c'est quand même payant, donc il y a 230 000. Mais du coup, ça pose la question de, en démocratie, à qui on s'adresse. Et est-ce qu'il n'y a pas une information à deux vitesses, une information payante, de qualité, avec de l'investigation, des moyens sur les enquêtes, et puis une information un peu tout venant, rabougrie, qui viendrait porter sur des sujets très utilitaires, la vie quotidienne. Quand on regarde la deuxième partie du journal télévisé du 20h de France 2, on a quand même les sujets consommation, ou les sujets directement relayés, transmis par la préfecture de police sur alerte cambriolage. Enfin, on a quand même, moi, je caricature un petit peu, mais c'est vrai qu'on a une information qui est peut-être moins soutenue en termes qualitatifs. Et là, il y a une vraie question qui me semble être importante et que vous soulevez, c'est quelle priorité et quelle place on donne à l'information en fait populaire, l'information pour le plus grand nombre qui puisse, et l'information locale remplit cette fonction. Donc merci pour cette question. Je veux bien compléter ce que dit Julie Sedel. En fait, c'est la question des moyens. Pardon, mais le service public, pour moi, doit remplir ce que vous venez de décrire comme étant un service public d'information au sens large, avec de l'information de service, de l'information internationale, nationale, locale, de service. Enfin, voilà, tout type d'information, des révélations, des enquêtes, doit pouvoir travailler et enquêter en toute tranquillité. Mais pour ça, il faut des moyens. Et voilà, les attaques contre le service public depuis des années par les responsables politiques, d'abord d'extrême droite, puis plus largement de droite, puis de la majorité, en fait, n'ont cessé de créer un terreau à son affaiblissement au service public, et la décision de supprimer la redevance et de ne pas sanctuariser le budget de l'audiovisuel public joue probablement sur les moyens alloués à l'information. La première chose, ce qui coûte cher, c'est le reportage. Et dans les chaînes d'information, je pense au groupe Bolloré, iTélé était une chaîne d'information avec beaucoup de reportages envoyés spéciaux sur le terrain. Quand vous regardez ce qui est devenu aujourd'hui l'ancêtre, la petite sœur d'iTélé, ou je ne sais pas comment bien le formuler, mais je m'arrête là sur la comparaison, la métaphore, mais CNews, qui est la nouvelle iTélé, ce sont que des plateaux de talk avec des gens qui parlent toute la journée de sujets qu'ils maîtrisent plus ou moins. Voilà. Et donc ça c'est un marqueur aussi, c'est moins d'argent, moins de moyens, de l'information à bas coût, c'est aussi ça, c'est plus de terrain. Excusez-moi, je rebondis rapidement sur la disparition de la redevance. Les chaînes publiques avaient une obligation d'un certain pourcent de création dans l'année.
ce qui est a fondu comme les glaciers. Et donc de création culturelle dans tous les domaines. Puisqu'on parlait de l'audiovisuel public, je voulais juste dire un petit mot sur cette fusion. Bon, c'est pas ce que ça va devenir. On espère que la ministre démissionnaire ne soit pas de nouveau ministre, parce qu'elle avait l'air de tenir à ce dossier. Mais juste une chose, parce qu'elle est assez peu dite, enfin en tous les cas c'est ma conviction, c'est que je ne crois pas du tout à l'idée que les raisons de cette fusion, ce soit le contrôle politique, la recréation d'un ORTF. Je crois que la raison principale, c'est le lobbying d'un certain nombre d'acteurs de la production pour instaurer le régime de la télévision publique dans la radio publique. C'est-à-dire que la grosse différence entre la radio et la télévision publique, c'est que l'essentiel de ce que vous voyez à la télévision publique est produit par des sociétés privées et que la télévision publique achète ses programmes. Alors que 100% de ce que vous entendez à la radio publique est produit en interne. C'est pour ça qu'on entend la différence et c'est pour ça que ça coûte moins cher aussi. Et donc le podcast a servi de cheval de Troie, le podcast privé. L'ancien président de Radio France, Mathieu Gallet, a monté une plateforme. Voilà, c'est son agenda, et je pense que cet agenda est relayé politiquement, mais il est d'abord celui d'un certain nombre d'acteurs du privé aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, on essaye de fusionner les deux. Comment on peut résister en tant que... Vous pouvez donner un peu plus de précision? On n'a plus que 2 minutes. 2 minutes pour la précision, ça va être difficile. Les acteurs privés, ce sont des sociétés de production qui aujourd'hui produisent des programmes pour la télévision, mais elles aimeraient pouvoir faire la même chose pour la radio. Et tout d'un coup, il y a un marché qui s'ouvrirait à elles, qui aujourd'hui, ce marché est le monopole de la production interne de la radio, vous voyez. Donc Ah non, le podcast, c'est un format, il est privé ou public, peu importe. Mais voilà, il sert un peu de cheval de Troie, si vous voulez. Or, la France, comme la Grande-Bretagne, c'est les 2 seuls pays dans lesquels il n'y a pas de marché viable du podcast. Pourquoi ? Parce que dans ces 2 pays, la radio publique est tellement forte, elle n'a jamais été aussi forte, que c'est impossible d'installer un marché du podcast privé, en fait. Il n'y a pas assez de parts de marché, en quelque sorte. Bon, il y a un moment où il faut conclure, sans conclure, puisque effectivement le débat sur le sujet ne cessera pas. On peut vous demander de regarder le programme du festival, puisqu'il y a encore des choses qui se passent demain et dimanche. C'est ici, à la Vieille Charité et dans d'autres lieux, sur la question de l'information. Et donc, vous pourrez continuer à réfléchir au même sujet. Et j'en profite aussi pour remercier nos invités.